Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire. C'est une discussion qu'on a organisée entre l'équipe Green Voice et l'équipe France Nature Environnement Île-de-France et on va se présenter dans quelques instants. Euh, donc ce webinaire, c'est la troisième session qu'on organise dans le cadre d'un cycle de webinaires qui a pour objectif de voir comment est-ce qu'on préserve les arbres en ville. Donc peut-être, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Euh, je ne sais pas si vous êtes tous et tous bien familiers avec Zoom. C'est donc un logiciel voilà, où on peut activer son micro et sa caméra quand on souhaite prendre la parole. Là, l'idée, c'est que on va faire des présentations dans un premier temps descendantes, c'est-à-dire que ce sont les intervenants qui vont parler. Donc, on vous demande si vous êtes d'accord de couper votre caméra et couper votre micro. Enfin, non, votre caméra, vous pouvez la laisser si vous voulez, mais on ne vous verra pas forcément. Mais vous pouvez laisser la caméra, en tout cas, couper le micro. Et on prendra les questions et les remarques à la fin de chaque présentation. Donc, dans un premier temps, on va parler de la campagne, puis on aura des témoignages. Et puis, à la fin de chaque témoignage, on aura des sessions de questions-réponses. Et si vous avez questions d'ordre technique, vous pouvez aussi demander à Isabelle, qui sera une joie de vous aider. Euh, donc, l'objectif de cette campagne, Arbre en ville, ville en vie, c'est de vous aider à préserver les arbres en ville en créant ou en renforçant des mobilisations citoyennes existantes. Donc, comme je vous disais, on a déjà fait une première session autour de l'importance des arbres en ville, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire pour les préserver. On a eu une deuxième session animée par Maxime Collin de France Nature Environnement Île-de-France autour du levier juridique et comment le droit peut aussi contribuer à préserver les arbres. Et cette session, elle est dédiée spécifiquement sur la mobilisation, comment est-ce qu'on se mobilise et comment est-ce qu'on fait campagne pour préserver les arbres en ville. Et nous avons des super intervenants qui vont pouvoir nous partager leur expérience de mobilisation. Denis de d'Agenat 94, je ne sais pas si je le prononce bien, et Jeff du collectif des 200 arbres du Mans. Et donc cette campagne est lancée en interasso, donc elle est lancée par Green Voice, l'équipe à laquelle j'appartiens. Green Voice, c'est une émanation de Greenpeace. En fait, on est une équipe de personnes qui visent à aider et à renforcer les mobilisations citoyennes en faveur de l'environnement partout en France. Et donc, on s'est associé avec France Nature Environnement sur cette campagne. Et Isabelle, je te laisse la parole pour te présenter. À tous et à toutes, merci Elodie pour l'introduction. Je suis Isabelle Liedo, responsable de la communication et de l'événementiel au sein de FNE Île-de-France. FNE Île-de-France, c'est la Fédération régionale des associations de protection de l'environnement. On œuvre pour une Île-de-France vivable et on est rattaché à FNE national. Comme Elodie l'a expliqué en début d'année, on a lancé en partenariat avec Green Voice une campagne pour sensibiliser et lutter contre les atteintes aux arbres en ville. L'objectif, c'est d'accompagner les citoyens et citoyennes à agir pour protéger les arbres en ville et obtenir des victoires, notamment face à des projets destructeurs. D'un côté, Green Voice accompagne les citoyens et citoyennes pour amplifier l'écho de leur lutte grâce à des pétitions. Et de l'autre côté, à FNU Île-de-France, on accompagne les citoyens et citoyennes dans leur démarche juridique, donc notamment grâce à l'outil Sentinelle de la nature, qui vous permet de devenir acteur de la préservation de l'environnement. C'est un site internet qui est aussi une application gratuite qui vous permet en fait près de chez vous ou sur votre lieu de vacances de faire un signalement d'une atteinte à l'environnement, que ce soit une décharge sauvage ou une coupe d'arbre. Ce site vous permet aussi de faire des signalements d'initiatives favorables à l'environnement. Et du côté de FNE Île-de-France, on traite les signalements et on accompagne les sentinelles dans leur démarche juridique. Et Elodie va vous parler plus précisément du coup du volet campagne.
Ouais, merci Isabelle. L'idée, c'était de s'associer effectivement pour bénéficier aussi de toute l'expertise de FNE sur ce volet-là, avec notamment tout le soutien juridique et toutes les notes juridiques que l'association a produites, avec l'outil technique Green Voice, qui est principalement un outil de pétition en ligne. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui portent des pétitions à ce que leurs pétitions se transforment en campagne victorieuse et qu'on aboutisse à des victoires. Et donc notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de créer des mobilisations partout en France, à même d'obtenir des victoires et de préserver les arbres en ville. Alors sur cette thématique des arbres en ville, on a sur Green Voice, on a à peu près, je crois, 8 mobilisations actuellement. Donc il y en a déjà qui ont remporté des victoires. Il y en a aussi, malheureusement, qui n'ont pas réussi. Et on en reparlera aussi tout à l'heure. Mais l'objectif, dans tous les cas, c'est d'apporter des outils et des solutions aux personnes qui souhaitent se mobiliser pour faire bouger les choses et, euh, et interpeller les décideurs et montrer aussi, et devenir acteur aussi de la démocratie de sa ville. Euh, alors, vous demandez peut-être ici, est-ce que les pétitions, ça marche? Parce que je vous parle de pétitions. C'est vrai que les pétitions, on a peut-être tendance à en signer beaucoup, à se demander ce qui se passe une fois qu'on a signé une pétition. En fait, il faut savoir que la pétition, c'est un outil qui est quand même incontournable dans la vie démocratique parce que c'est un objet numérique, ça circule très facilement sur les réseaux sociaux, c'est un incontournable de la mobilisation citoyenne. Et donc, c'est très facile d'engager les personnes autour d'une même demande. Et ça constitue en fait un point de départ qui est assez simple pour initier une mobilisation citoyenne. C'est-à-dire qu'au début, on est seul ou on a un petit groupe de 5 personnes et on ne sait pas comment faire pour attirer l'attention de nos concitoyens, d'autres associations et des décideurs. Et le fait de lancer une pétition, ben, ça permet déjà de se compter, de savoir combien on est en fait à se mobiliser sur un sujet particulier. Donc, ça permet de mesurer la capacité d'adhésion qu'on a à notre idée. Et aussi, ça permet de faire sortir de l'oubli un problème parce que même si on est quelques dizaines de personnes mobilisées sur un sujet, mais que ça ne se sait pas, eh ben, les décideurs peuvent aussi plus facilement passer sous silence, tandis qu'avec une pétition, et Jeff en parlera tout à l'heure, on fait du bruit, on attire l'attention des médias, et donc les décideurs sont obligés en fait de regarder et de prendre en considération la mobilisation et la demande citoyenne qu'il y a en face. Nous, avec Green Voice, ce qu'on veut faire, donc je vous disais, Green Voice, c'est à la fois une plateforme de pétition, mais c'est une équipe qui accompagne les gens. Notre objectif, en fait, c'est pas juste d'avoir des pétitions, mais c'est que les pétitions, elles se transforment en campagne citoyenne. Quand je dis campagne citoyenne, c'est dans le sens où on fait campagne, on se mobilise et on va activer tout un tas de leviers qui permettent d'obtenir les résultats que l'on souhaite parce que la pétition, c'est pas du tout magique. Et même si on a des dizaines de milliers de signatures, ça va pas régler tous nos problèmes. Mais en fait, l'idée, c'est de le voir comme un QG, un quartier général qui va nous permettre de centraliser en fait tout un tas d'actions et de choses autour de la pétition. Euh, je vous ai fait un magnifique schéma pour que vous voyez un peu ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, la pétition, en tout cas, c'est la vision qu'on porte nous, c'est que ça peut être le cœur de tout ce que vous faites par ailleurs. C'est-à-dire que c'est la face un peu... c'est à la fois la face émergée de l'iceberg et immergée de l'iceberg. Émergée parce que c'est visible, mais immergée parce que ça vous permet de coordonner tout le reste. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, via la pétition, inviter des gens à la conférence que vous allez faire. Vous allez pouvoir recruter des gens pour vous aider sur une opération d'affichage, de tractage dans les marchés. Vous pouvez relayer via la pétition des articles que vous avez dans les journaux, vos communiqués de presse. Les journalistes aussi, ils peuvent s'intéresser à votre sujet parce qu'ils ont vu passer la pétition. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant. Euh, Ça peut vous permettre d'organiser des manifestations, d'avoir du monde à vos manifestations, d'organiser des actions où en fait vous allez demander à tous les gens qui signent la pétition de faire quelque chose avec vous. Euh, Ça peut permettre aussi d'interpeller plus massivement les élus. Par exemple, si vous envoyez une lettre au maire de votre ville, bon voilà, ça peut avoir de l'impact, mais s'il y a 2000 personnes qui envoient un email, ben là, c'est sûr que ça a plus d'impact. Donc ça permet de coordonner aussi ce genre d'action. Et enfin, et quelque chose qui est hyper important pour nos luttes, c'est que ça vous permet de faire de la levée de fonds, parce que bah, notamment les actions et les recours en justice, ça coûte de l'argent au-delà du temps bénévole, et du coup, la pétition vous permet aussi de proposer
proposer aux personnes qui vous soutiennent de vous soutenir aussi financièrement. Et Jeff, je te laisse si tu veux compléter par rapport au rôle de la pétition. Vas-y. Oui, moi j'avais participé à une visio que Elodie avait organisée. Elle avait employé la notion de QG de campagne. Et c'est vrai qu'en fait, la pétition, on peut écrire, tu l'as déjà dit, mais on peut envoyer des courriers en fait aux pétitionnaires qui ont signé la pétition. Donc c'est vraiment un outil de communication interactif avec les pétitionnaires. Et il y a un petit détail pratique pour ça, c'est que quand on fait la pétition, il faut demander, enfin, en tous les cas sur Green Voice, il faut demander aux gens faut inciter les gens à dire je souhaite être au courant, parce que c'est à cela qu'on peut ensuite, c'est avec cela qu'on peut communiquer. Voilà, c'était ces petites choses que je voulais dire, les courriers et l'interaction. Ouais, merci Jeff. Effectivement, l'idée c'est que ça soit en fait un outil qui vous aide à toucher vos cibles, vos audiences, en fait, les personnes à qui vous voulez parler, parce que notamment aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, c'est crucial, c'est hyper important de faire parler de sa lutte, mais on est tellement saturé d'informations que c'est pas toujours facile aussi d'émerger via les réseaux sociaux. Et le fait d'avoir une pétition et d'avoir votre propre base email associée à la pétition, ça permet aussi de contourner ça, dans le sens où les gens, ben, ils vont recevoir vos informations alors que si vous avez juste une page Facebook, par exemple, ou juste un compte Instagram, ben en fait, alors j'ai pas les chiffres en tête, peut-être Isabelle, tu les as, mais peut-être qu'il n'y a que 10% de vos abonnés qui vont voir ce que vous postez, en fait. Tandis que si vous avez une base email via votre pétition et que vous postez régulièrement, et bien là, c'est beaucoup plus impactant. Et je vais quand même accélérer parce que je voudrais que on garde du temps pour parler des témoignages, mais du coup, très rapidement, euh, la pétition, elle n'est pas forcément utile tout le temps. Donc, il faut savoir à quel moment aussi la dégainer, si c'est utile de la dégainer. En l'occurrence, ça peut être utile pour mettre en lumière un problème. Donc, par exemple, vous découvrez qu'il y a un projet délétère qui va être fait. Donc, voilà. Et ce qui est assez intéressant et ce qu'on retrouve souvent, c'est la dénonciation du fait qu'il n'y ait pas de consultation préalable. C'est-à-dire que les gens découvrent un petit peu les projets un petit peu au dernier moment. Euh, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous découvrez aussi par voie de presse l'installation d'un projet, vous pouvez dire, tiens, ça vaut le coup de lancer une pétition pour dire, bah, attendez, on n'est pas forcément au courant, on n'est pas d'accord avec ce projet. Ça peut aussi vous permettre de renforcer un mouvement qui existe déjà et donner plus de crédit. Si vous avez un comité de quartier qui dénonce depuis plusieurs années euh, la mauvaise gestion des arbres, bah, en fait, le fait de lancer une pétition, ça permet aussi de monter un peu en confrontation et de vous crédibiliser. Et le bon moment pour lancer une pétition, ben ça dépend beaucoup du contexte et nos intervenants vont raconter ça beaucoup mieux que moi parce que vous aurez des exemples concrets. Mais globalement, ça dépend en fait de quelle est l'urgence de la situation par rapport au calendrier qui est établi et aussi par rapport à l'intensité médiatique. Si ça fait le buzz, c'est-à-dire si on en parle beaucoup dans les médias, c'est aussi le bon moment peut-être pour lancer une pétition. Et par où commencer? Alors, bon, là, par rapport à Green Voice, nous, ce qu'on vous propose, à partir du moment où vous voulez lancer votre pétition, c'est qu'on peut vous accompagner pour rédiger votre pétition, mais aussi pour réfléchir à une stratégie de diffusion de votre pétition. Et on a tout un tas d'outils pour vous aider à faire campagne, mais je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Si ça vous intéresse, Isabelle, elle a remis dans le chat tous les liens vers la campagne. Et notamment, il y a aussi les liens vers des documents juridiques qui sont hyper intéressants. Euh, voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction, pour qu'on ait le temps sur nos intervenants. Donc, je vais te passer la parole, Denis, pour que tu nous parles de ta mobilisation pour préserver le grand chêne de Saint-Maur. Et on va se donner 15 minutes. Comme ça, après, on pourra avoir des questions-réponses. À toi. Merci, bonsoir à tout le monde et merci de cette proposition de témoignage. Moi, je suis vice-président de DGAENAT, donc j'ai mis dans le chat, c'est Défense des jardins et des espaces naturels en Val-de-Marne. C'est une association qui a été créée pour essayer de contrer un projet d'aménagement des espaces réservés pour une voie routière dont le projet est abandonné et qui doit être maintenant utilisé pour un autre type de voie routière dans le 94 à Champigny notamment.
Et donc, on a créé cette association avant que l'affaire du Grand Chêne nous rattrape. Donc, on l'appelle le Grand Chêne parce que, bon, on a mesuré, il fait 6 mètres de circonférence au niveau du tronc, 500 mètres carrés de haut-pied, et c'est un symbole de notre histoire, de la nature, dans le sens où, on va le voir tout de suite par les, les slides là. Euh, donc, on passe à la slide suivante. Voilà. Donc, c'est un arbre dont on ne connaît pas exactement l'âge, 350-400 ans. On pense qu'il a été planté du temps de le nôtre, parce qu'il y avait un château, le château de Condé à Saint-Maur-des-Fossés, donc en Val-de-Marne. Euh, et, et donc, bah, il date voilà, de l'époque d'Henri IV, Louis XIII, et il est situé sur une parcelle privée qui a été cédée récemment à un promoteur. Voilà le château de Condé, donc sur la gauche de l'image de gauche, et le début du boisement, ça servait, on le voit bien à droite, ça a été boisé notamment pour permettre la chasse des princes de l'époque. Voilà. Et donc, il n'en reste pas grand-chose sur Saint-Maur-des-Fossés. Il reste un petit boisement d'un hectare et puis ce grand chêne. Et donc, le promoteur qui a acheté, en faisant une pirouette d'ailleurs au niveau des prix, qui a acheté la parcelle, a déposé un permis de construire qui a été accepté par la ville, qui donc détruit le relais de chasse qui est actuellement en fond de parcelle, et qui, selon le permis de construire et la ville, euh, protège le grand chêne de Saint-Maur, qu'on voit évidemment, c'est le houppier en cercle rouge avec le tronc au centre, qui est compatible avec la construction. En fait, on est passé par là et ben, on a constaté que le houppier dépassait très nettement les plans du promoteur, et obligé à élaguer l'arbre. Quant au système racinaire dont personne ne parlait, bah, il prend toute la parcelle et donc lui aussi serait impacté par ce premier permis de construire. Donc, c'est pas nous qui avons tout au début déniché le panneau de permis de construire. C'est François Vinicki, qui est malheureusement décédé donc en 2022, et qui a, c'était donc en novembre 2020, qui l'a déniché sur le tard parce qu'il était planqué, ce permis de construire, l'affichage, et qui a intenté un recours gracieux, comme ça se fait, sauf que il a oublié d'en avertir le promoteur. Donc, il a fait un recours gracieux vis-à-vis de la ville qui a accordé le permis, mais il n'a pas fait la copie au promoteur. Donc, c'est un vice de forme. Son recours gracieux ne valait plus rien. Et donc, le PC, on ne pouvait plus faire de recours juridique vis-à-vis du permis de construire. On était hors délai. Moi, j'ai rejoint la mobilisation donc en février, là, pour la première manifestation. Donc, euh, déjà, il y avait de la communication, notamment avec un article de Libération. Il y a Alain Baraton qui, à l'époque, a témoigné aussi. Et on a fait une deuxième manifestation, donc février, puis après juin, dans un autre format, avec déjà plus de monde. Et donc, oui, j'ai cité Alain Baraton. Là, il est considéré comme un des chênes les plus beaux d'Île-de-France. Je rajouterais comme un des chênes les plus beaux de France. Euh, voilà. Donc, ensuite, on a prévenu la préfecture euh, pour alerter sur
les mesures, les fausses mesures du permis de construire. Et on va dire, convaincu, entre guillemets, la préfecture de faire un recours gracieux qui normalement devait déboucher sur un contentieux de la part de la préfecture. Donc un recours gracieux vis-à-vis donc de la ville et du promoteur pour fraude, puisque les mesures étaient fausses dans le permis de construire. Euh, Malheureusement, la préfète, on va revenir un petit peu, ouais, malheureusement, la préfète n'a pas voulu aller au contentieux, le recours gracieux n'a rien donné et a abandonné la partie. Du coup, nous, l'association, eh bien, on a pris le relais et avons déposé donc le premier recours gracieux, puis le contentieux, puisque euh, la ville a confirmé le fait qu'il n'y avait aucun problème et que donc le permis de construire était tout à fait valable. Donc, on a fait un recours contre la ville, puisqu'on ne pouvait plus faire le recours contre le promoteur, on l'a fait contre la ville pour fraude. Et pendant tout ce temps-là, donc, on a maintenu la pression, d'abord en termes de communication vis-à-vis des médias, notamment le Parisien, du Val-de-Marne, et puis en organisant donc des manifestations. Et donc là, pour appuyer notre recours contentieux, on a organisé cette manifestation le 17 juin 2022 en se disant, il y a quand même un danger que le promoteur passe à l'acte. Vous voyez par derrière la publicité commerciale du promoteur qui a appelé sa société civile Arborescence et qui prenait en compte le chêne comme argument de commercialisation, alors que avec l'élagage du pied et la coupe du système racinaire, il allait produire sa mort lente. Suite à quoi, le 13 juillet, veille du 14 juillet, vous connaissez la fête nationale, eh bien, les machines se sont mises en route pour commencer le défrichement. Nous avons été alertés immédiatement parce que nous avions organisé une veille quotidienne par donc les membres de l'association ou les sympathisants, les riverains, de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un, tous les jours de l'été qui avançait, il y ait toujours quelqu'un qui surveille s'il se passait quelque chose. Et donc, ça a été le cas le 13 juillet. Et nous avons tout de suite fait constat d'huissier avec donc des gens de l'association sur place et engagé un référé suspension des travaux. Mais en même temps, donc voilà le défrichage. Vous voyez à gauche sur la photo le grand chêne qui n'est pas touché, bien sûr. Et puis à droite de ce chêne, sur cette photo, eh bien, vous voyez un tronc complètement déchiqueté. C'était un tilleul centenaire magnifique. Et puis sur la photo de droite, vous voyez le relais de chasse en fond de parcelle. Et puis, eh ben, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des photos précédentes, on voyait donc la parcelle euh, arborée, voilà, très plaisante, avec plein de biodiversité, qui évidemment a été complètement défrichée en dehors du chêne. Mais on avait un scoop qu'on a réservé pour un certain nombre de journaux. C'est le Canard enchaîné qui s'est précipité le premier. Donc, pour titrer en première page, s'il vous plaît, un chêne de 400 ans sauvé par un fantôme. Et tout de suite, des tas de journaux sont venus derrière, parce qu'en plus, là, ils n'ont pas réagi tout de suite. On était début août, hein, les premiers jours d'août, 2, 3 août. Et donc, les médias se sont précipités sur cette information, comme quoi le permis de construire avait été signé par un architecte décédé depuis plus de 3 ans. Euh, Évidemment, quand on a eu l'information, on a cherché à la vérifier, donc par
demande à l'administration pour avoir donc l'avis de décès, etc. Voilà. Donc on a pu prouver devant le tribunal, dans notre référé, et aux médias que ben, il y avait eu faux usage de faux. Et évidemment, ça a provoqué un branle-bas de combat au niveau de la mairie, puisqu'on a saisi le procureur, on a saisi le maire, on l'avait prévenu avant, oralement, de ce qu'on allait publier. Et, euh, et donc, le maire a attendu que le promoteur lui demande de retirer le permis euh, pour, euh, pour le faire savoir. Donc, le maire n'a pas de lui-même retiré le permis, il a demandé au promoteur de retirer le permis. Et nous, on a mis la pression en se disant, en disant aux médias, mais il y a combien de permis de construire concernés de la même manière? Eh bien, finalement, il y en avait 19 donc frauduleux, pour 9 adresses différentes sur la seule commune de Saint-Maur. Il y a aussi une commune, un PC sur Chenevière, ville limitrophe. Voilà. Et nous étions en lien avec l'opposition municipale qui parlait déjà du Grand Chêne plusieurs fois en conseil municipal, et là qui a fait pression pour dire, écoutez, il y a peut-être des responsabilités au-delà du promoteur dans les permis de construire, l'octroi des permis de construire. Et donc, on demande une commission d'enquête. Bon. Le maire a accepté une mission d'information sur le service d'urbanisme, mais en contrôlant complètement cette mission d'information, en ne laissant pas le pouvoir d'enquête à l'opposition. Donc, 19 PC frauduleux. Et grâce je dirais, à nos partenariats, et notamment avec Georges Fetterman, président de l'association Arbre, eh bien, qui a toujours été révolté par ce projet. Il a demandé une entrevue au maire de Saint-Maur-des-Fossés et il a été très, très mal accueilli. Il en est ressorti vraiment encore plus révolté. Euh, on a concouru pour que cet arbre soit désigné le plus bel arbre d'Île-de-France en 2023, 2022. Mais en fait, il ne pouvait pas tout à fait concourir pour ce prix-là, pour le premier prix, parce que ce doit être porté par le propriétaire de l'arbre, le propriétaire de la parcelle, ce qui n'était pas le cas. Euh, et donc, il a été, il a eu un coup de cœur de façon, là aussi, on a pu communiquer auprès de l'ensemble des adhérents, des pétitionnaires, je vais y revenir, et puis des médias. On a organisé une conférence de presse pour le 5 janvier 2023. Donc, vous voyez, on est déjà 2 ans, plus de 2 ans après la délivrance du PC, du premier PC. Donc, on a organisé une conférence de presse en lien avec notre avocat qui était en visio pour relancer la pétition. Pourquoi relancer? Parce que François Viniki, qui était le lanceur d'alerte, avait lancé une première pétition et puis il est décédé. Et cette pétition elle avait été lancée sur Change. Et ben, on n'avait plus les codes d'accès, on n'avait personne pour nous donner ces codes. Et donc, on a galéré comme tout jusqu'à ce qu'on trouve la solution avec Change qui nous autorise à utiliser l'ancienne pétition et on l'a relancée avec en plus un soutien vidéo. On a une équipe de vidéos, donc l'oiseau bondissant, hein, une entreprise militante qui s'est proposée pour faire un film. Et donc, on a sorti et la pétition nouvelle forme, nouvelle en tête, avec l'accroche que vous voyez là, qui donne un peu l'histoire de la parcelle, hein, des Princes de Condé jusqu'à notre futur projet de repère associatif éducation à l'environnement sur cette parcelle. Et avec la vidéo où Thomas Braille
a témoigné, entre autres personnes. Et la pétition a eu un énorme succès puisque elle prenait 5 à 10 000 signatures par jour pendant plusieurs jours pour arriver à 70, 75 000 signatures et depuis progresser jusqu'à non plus 81 000. Ça, c'était en janvier. On en est à 84 000 signatures avec beaucoup de gens de Saint-Maur, du Val-de-Marne, mais aussi de la France entière et quelques signatures étrangères. Et on continue d'avoir de l'actualité. On apprend que le promoteur est convoqué le 11 septembre 2023 pour un petit catimini avec le procureur ou son substitut, c'est-à-dire que on s'entend pour une reconnaissance préalable de culpabilité, donc entre le procureur et donc l'inculpé, pour reconnaître donc le délit et accepter la sanction. On a appris ça, on a organisé une manifestation avec moult banderoles, panneaux, on a informé la presse, l'ordre des architectes, et en audience, eh bien, nous étions nombreux. Et finalement, le procureur, ou son substitut, a reculé en considérant que l'affaire était vraiment publique et que c'était bien un report en correctionnel donc qu'il fallait faire. Et donc, il n'y a pas eu de reconnaissance préalable de culpabilité. La correctionnelle a été instruite depuis, donc le 11 septembre 2023. Et c'est aujourd'hui que nous avons donc la date d'audience qui sera fin mai. Et on a reçu le dossier en tant que partie civile. On continue donc d'avoir euh, ce partenariat avec Arbre, qui, vous savez, délivre donc le label Arbre remarquable de France. Et donc, on a une nouvelle manifestation qui s'est organisée pour la remise de ce prix, donc, qui correspond à peu près au millième arbre remarquable de France. Donc, on est une bonne centaine. On organise les manifestations, quel que soit le temps. Là, il faisait beau, là, mais froid, avec un peu de musique, un peu de fanfare, des poèmes, voilà, et puis toujours un pot à la fin pour pouvoir discuter, que ce soit joyeux, convivial, et que on donne l'impression que de toute façon on va sortir par le haut. Et donc il se passait plus rien depuis l'été 2023. Euh, euh, Été 2022, oui, je suis encore confus dans les dates, puisque le PC était annulé. Euh, on était tranquille sans lettres. Et Vlatipa, que le 1er juillet, 2 juillet 2024, on découvre, là aussi par veille citoyenne, on découvre donc un deuxième permis de construire affiché qui double le nombre de logements, le nombre de bâtiments et le nombre de logements. Alors, c'est la préfecture qui a validé ce permis parce que Saint-Maur-des-Fossés est une ville sanctionnée sur le logement social et donc les permis de construire ont été déportés vers la préfecture. La ville ne peut plus les accorder. Et à notre stupéfaction, la préfecture, qui était pourtant bien au courant, puisqu'elle avait intenté un recours gracieux contre le premier PC, eh bien, valide le deuxième. Et on va voir que on retrouve le même type de problème que pour le premier, encore plus, puisque le deuxième bâtiment empiète non seulement sur le houppier, mais également sur le système racinaire. Et donc, on fait tout de suite un recours gracieux donc dans les délais. Entre-temps, on fabrique aussi un panneau de communication, d'information pour les riverains, pour tout le passage, parce que ce chêne qui est connu par beaucoup de gens, qui fait l'objet d'écrits depuis
le XVIIIe siècle. L'avenue s'appelait l'avenue du Grand Chêne, maintenant c'est l'avenue du Général Leclerc. Eh bien, la ville, en fait, ne communiquait pas dessus. Donc, nous, on l'a fait communiquer avec l'accord de la riveraine, qui est une partenaire active. Et nous avons organisé une nouvelle manifestation pour protester contre ce deuxième permis et indiquer que nous allions déposer un recours contentieux suite à notre recours gracieux. Euh, et, euh, et voilà. On avait aussi, grâce aux journalistes qui étaient présents, on avait ouï dire que la préfecture commençait à se poser bien des questions sur le fait qu'elle ait validé le permis. Donc, on espérait bien qu'elle puisse l'annuler grâce à nos arguments. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le 20 janvier, nous on l'a su un petit peu avant, mais le 20 janvier 2025, donc le préfet du Val-de-Marne a de nouveau constaté la fraude euh, du promoteur et a retiré le permis. Alors cette fois-ci, la fraude était donc sur les mesures, alors que le premier permis avait été retiré pour architecte qui était déjà décédé. Et nous avons fêté ça, et vous voyez, on image ici le tronc, la circonférence du tronc extraordinaire. Donc, ce combat, il n'est pas terminé parce que le promoteur a fait appel, on va dire, euh, recours contre la décision préfectorale d'annulation. Euh, donc, nous, on maintient donc notre requête. On espère quand même que les choses vont pouvoir être acquises définitivement. Euh, mais voilà, on est toujours pas tranquille. Donc cette pétition nous a permis aussi de solliciter des financements des sympathisants. Et donc bon, il faut toujours relancer, mais on arrive à financer ce qu'on doit financer vis-à-vis de notre avocat, d'autant plus qu'on fait un gros boulot préalable. C'est important de mentionner que notre pétition elle est basée non pas uniquement sur la défense du chêne, mais aussi pour porter un projet public de valorisation du chêne et de la biodiversité et de l'éducation de l'environnement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Denis. C'était vraiment hyper intéressant. Et tu l'as rappelé en conclusion, effectivement, je trouve que c'est hyper important de le mettre en exergue, que finalement, vous avez dénoncé quelque chose, mais vous avez aussi apporté une solution et un projet alternatif. Et c'est vrai que ça, c'est, je pense, une bonne pratique qu'on observe, c'est qu'on est beaucoup plus crédible aussi en portant une alternative. Et, euh, et oui, c'est un sacré signe que vous ayez eu aujourd'hui la date du report en correctionnel du promoteur. Ouais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous avez su à la fois manier la pression de la mobilisation terrain, d'impliquer vraiment les riverains sur place en faisant de la communication terrain, de l'affichage des manifestations, etc., avec cette mobilisation de plus grande ampleur autour de la pétition notamment. Euh, et voilà, je vais laisser les gens poser des questions, mais après, peut-être si tu as d'autres éléments pour nous dire en quoi tu penses que la pétition elle a pesé, ça pourrait être aussi intéressant. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans le chat, donc je vais noter aussi ma question pour, à la suite. Euh, Peut-être, Isabelle, tu veux prendre les questions? Oui, alors on a des questions de Jean-François. Combien de membres actifs? Combien de cercles très actifs, actifs épisodiques? Combien de personnes au max mobilisées sur le terrain et quelle masse financière levée? Alors, je vais commencer par le plus simple, la masse financière. Concernant le Grand Chêne, parce qu'on a d'autres combats, j'ai parlé des emplacements réservés euh, sur Champigny, là, qui demandent pas mal de financement. Mais sur le Grand Chêne,
Ça ne nous a pas coûté plus que 6 000 € pour le moment, malgré trois procédures déjà différentes, hein. Mais parce qu'on fait un sacré boulot par nous-mêmes aussi, hein. Donc, notre avocat, il est compréhensif par rapport à une association militante qui s'engage. En termes de très actifs, épisodiques, et puis participation aux manifestations. Les manifestations, bon, c'est toujours un problème de choix de la date, horaire, ça convient jamais à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Donc, bah, c'est une sélection de personnes par rapport à ça. Quelquefois, il fait très froid, mais on arrive toujours à dépasser 100 personnes. Et avec, et c'est très important d'avoir des représentants de partenaires. Donc, Arbre est toujours là, FNE aussi, mais aussi des représentants du GNSA, de la LPO. euh, et on a aussi des riverains voilà, qui l'apprennent pour la première fois. Alors, il y a pas mal de problèmes d'arbres à Saint-Maur, donc il y a aussi une sensibilité. En termes actifs, on n'est pas plus d'une dizaine. Euh, et le réseau de sympathisants, bon, ouais, correspond à peu près à, enfin, de sympathisants qu'on connaît personnellement, hein, à une centaine de personnes qu'on retrouve en manifestation, 150, pas très bien compté, mais voilà. En termes vraiment actifs, on n'est pas très nombreux. Euh, Merci beaucoup pour ces réponses. Je viens de remettre un mot dans le chat. N'hésitez pas, les autres personnes, si vous avez des questions à poser à Denis. Et je disais qu'on a un peu dépassé le timing qu'on s'était fixé, mais on peut se laisser jusqu'à 25 pour répondre à d'autres questions. Et du coup, en attendant d'autres questions, Denis, à ton avis, quel est le rôle que la pétition a pu avoir dans la pression exercée auprès de la préfecture? Est-ce qu'il y a eu des retombées médiatiques particulières grâce à cette pétition? Euh, alors, moi, d'abord, je suis étonné, on va dire négativement, par l'absence d'impact vis-à-vis du maire, de la municipalité, l'importance de plus de 80 000 signatures, 84 000, là, enfin, c'est absolument incroyable. Et ça donne le niveau d'attachement à un arbre totalement symbolique, mais plus que symbolique, c'est un monde vivant en tant que tel, hein, par ses dimensions, son histoire. Euh, et bah, le maire soutient toujours un projet de construction. Il a classé l'arbre dans les documents d'urbanisme avec une protection d'abord de 5 mètres, puis sous notre pression, il a fait une protection de 10 mètres. Mais quand des racines font au minimum, les racines charpentières font 20 mètres, 25 mètres, de toute façon, voilà, c'est en dehors du problème. Ce qu'il faut, c'est ne pas construire sur cette parcelle. Donc lui, il est arc-bouté. Donc, je pense que c'est vis-à-vis des médias que c'est le plus important. Une pétition qui atteint ces niveaux-là, c'est un sujet qu'il faut absolument traiter pour les journalistes. C'est pas un combat de plus quelque part dans un quartier. C'est vraiment un sujet central, en tout cas au niveau départemental, régional. Euh, et bon, les préfets, ils sont pas des personnes qui se confient beaucoup. Donc, quel est l'impact de la pétition en elle-même? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne comprends toujours pas comment la préfecture a pu délivrer le deuxième permis de construire, mais je pense qu'ils l'ont regretté tout de suite. Euh, voilà, Ok. donc 84 377 signatures tout à l'heure. Alors, Alain Baraton a refait une petite chronique parce que grâce à Arbre, j'étais à l'Assemblée générale, j'ai pu le rencontrer et il a fait une nouvelle chronique, je crois que c'était le 7 mars, si c'est un dimanche.
donc il y a 10 jours, quoi. Et là, on a pris 4000 signatures en plus. Merci pour tout ça. Euh, on a une autre question. L'opposition vous a-t-elle aidé significativement? Alors, l'opposition municipale nous a aidés, enfin les oppositions municipales, hein, il y a c'est une mairie de droite LR. Euh, donc, il y a une opposition Renaissance qui s'est attachée aussi aux enchaînes, et puis une opposition écologiste, des Verts. Et donc, ont mis le sujet sur la table de très nombreuses fois. Mais voilà, on a contestation de l'âge du chêne, on a contestation de l'impact, on a par contre le fait que la propriété privée est vraiment au-dessus de tout et qu'on ne peut rien empêcher puisque c'est une parcelle privée. Voilà. Donc, c'est c'est un sujet public qui revient tout le temps. Et puis le fait qu'il y ait 19 PC qui aient été délivrés avec un architecte décédé, ça a quand même fait énormément jaser. Je pense que ce n'est pas terminé. Alors j'ai donné le coût enfin le montant de la collecte correspondant au coût des avocats, parce que bah, à chaque fois on entrevoit une dépense prévisible, on relance la collecte pour essayer d'arriver à ce minimum. Donc, on est plutôt, on n'est pas vraiment en retard, mais on n'est jamais en avance. Ah, euh, je pense que la question qui est posée dans le chat euh, est, euh, est importante dans cette ville que j'habite, Saint-Maur-des-Fossés. Il y a beaucoup de projets de promotion immobilière et il n'y a pas toujours beaucoup de promoteurs. Donc, cette histoire de PC validé sans que le service d'urbanisme rencontre l'architecte puisqu'il était décédé, mais ça pose pas de problème. Le fait qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes promoteurs bah, laisse à penser que il y a des choses un peu peut-être tendancieuses qui se passent. Voilà, donc effectivement, le vivant, la biodiversité et notre santé, puisqu'elle est impactée par la présence ou pas d'arbres, hein. Ce grand chêne, c'est à peu près une tonne de flotte évaporée par jour. Donc, évidemment, ça induit bah, une humidité, un climat, enfin, climat, un micro, une fraîcheur, et ça, c'est pas pris en compte suffisamment par la ville, hein. Enfin, c'est un mystère de ne pas considérer que ce grand chêne et cette parcelle ne deviennent pas publics pour que tout le monde en profite, et notamment les générations futures. Merci Denis pour toutes ces réponses. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on passe au témoignage de Jeff. Et puis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent pour Denis, vous pouvez nous les envoyer parce que Denis va devoir nous quitter dans pas longtemps, mais on pourra retransmettre par la suite s'il y a des questions qui vous viennent. Oui, je suis Merci. désolé, j'ai une autre réunion associative. Donc, voilà. Ouais. Non, Donc, je vais merci et devoir vous bravo quitter. pour ton engagement, tout ce que vous avez réussi à faire et c'est hyper chouette. Ouais. Si tu peux. Et Ouais, signer la pétition si vous ne l'avez pas encore faite. Parfait. Voilà, c'est dgnat94.org. Merci.
Merci à toi. Et du coup, on va passer à la deuxième présentation de Jeff. Merci Jeff d'être là ce soir. Tu vas pouvoir nous parler aussi de ta mobilisation et je vais repartager l'écran euh, tout de suite pour qu'on ait du visuel. La parole est à toi. Bonjour, merci à Elodie et Isabelle de nous avoir invités, d'avoir invité le collectif à se présenter, à témoigner de ce que nous avons fait. Voilà. Donc, nous, on est au Mans, dans la Sarthe, dans l'ouest de la France, et c'est 200 érables, en fait, sur une avenue. Je vais présenter le contexte. Ah, c'est moi qui... Non, voilà. Le projet, en fait, c'était... les 200 arbres, en fait, étaient menacés par un projet de bus à haut niveau de service, des bus à hydrogène, sur l'ensemble de la ville. Et il y a plus d'arbres que les 200 arbres qui étaient menacés. Mais le collectif, en fait, pour des raisons conjoncturelles, s'est focalisé sur ces 200 arbres parce que c'était les plus beaux et c'était le plus massif. Et après, c'est une question d'énergie. Donc, un projet de bus et de pistes cyclables. Donc, ça, c'est important. Le et est important. C'est-à-dire qu'il y avait deux projets en même temps sur l'ensemble de la ville. Il y a toujours deux projets en même temps. Et troisième point, le projet prévoit des replantations d'arbres, bien sûr. Ce qui faisait du projet un petit peu quelque chose de complexe, parce qu'il y avait une problématique de transport et une problématique pas de palace, hein, mais de place des arbres dans la ville. Et donc, les deux problématiques étaient imbriquées l'une dans l'autre, et il y en a une qui pouvait paraître vertueuse, à savoir la problématique des transports modernisés, des transports en commun et des pistes cyclables. Donc, le projet était parfaitement peint en vert finalement quand on regardait devant, puisqu'on replantait des arbres. La ville nous disait qu'ils étaient malades. Le service Nature en Ville disait qu'ils étaient malades. Et en plus, c'était pour une ville cyclable, donc décarbonée. Donc voilà. Et ensuite, dernier point de contexte, c'est un projet qui était annoncé en 2020 à 30 millions d'euros, mais qui, au moment où en fait le collectif s'est mobilisé, était passé à 100 millions d'euros. Donc, 100 millions d'euros, ça veut dire qu'il y avait des enjeux économiques très très importants. Et que c'est une partie en fait de l'intérêt du projet, c'était de faire travailler les entreprises locales. Et d'ailleurs, le projet était aussi présenté comme ça par le maire, qui est Stéphane Le Foll, donc un socialiste qui n'en a que le nom, et un productiviste, quelqu'un qui croit à la quantité et non plus à la quantité qu'à la qualité, je pense. Donc voilà le contexte. Alors, la décision est bien antérieure à la mobilisation des activistes écologistes et riverains. Vous voyez, je vous ai mis la séance du 27 juin 2019. Il y a eu la délibération en fait qui a acté qu'il y avait un projet de 30 millions d'euros pour les bus à haut niveau de service. Et le collectif, en fait, s'est constitué tout doucement décembre 2023. C'est à la slide suivante. Voilà. Et dès 2020, il y a eu, la ville a entamé des concertations. Donc, en fait, le collectif, j'ai mis ça parce que le collectif, en fait, ça, c'est une faiblesse, en fait, de notre lutte. Et c'était pareil pour une autre lutte à laquelle j'ai participé sur le Mans. C'est le manque d'anticipation et donc le manque de lien finalement entre les activistes, euh, je vais dire activistes entre guillemets, hein, et une forme de mouvement associatif plus institutionnel comme France Nature Environnement, qui lui est beaucoup plus présent dans les instances, dans les SCOT, au moment de l'élaboration du PLU, etc. Et donc, en facteur de mobilisation, de succès de mobilisation, il faudrait, et vous allez voir que ça commence à se faire,
par la suite de la présentation. Mais ça, c'est un facteur important, c'est que dans le mouvement écologiste, on a des sensibilités, on a des modes d'action différents et c'est important d'arriver à les faire vivre ensemble. Voilà. Euh, et qu'est-ce qui a été le déclencheur de la mobilisation? Donc, par rapport à un projet qui, dès 2019, était dans les tuyaux, eh ben, c'est qu'il y a eu une réunion publique en décembre 2023 où il y avait très peu de monde et dans laquelle l'information sur les arbres a émergé. Parce que dans toutes les informations avant, il faut bien voir que la concertation, etc., si les arbres vont être coupés, c'est pas annoncé, c'est pas claironné par la ville. Et dans cette association, il y avait l'association, une membre, la présidente de l'association PEM, Patrimoine environnemental menacé, qui était présente avec quelques riverains. Et c'est elle, en fait, qui est allée voir les riverains et qui leur a dit, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose et qu'on se réunisse. Et donc, c'est là qu'il y a eu un embryon de collectif de 3 personnes. Et PEM était en lien avec Greenpeace, qui a participé. Et puis Greenpeace a lancé la pétition en janvier 2024. Alors, l'association PEM et l'association Greenpeace se connaissent bien, et moi je les connais bien, parce que nous étions dans un collectif antérieur avant. Donc le monde associatif activiste se connaît, quoi. Voilà. Et donc, la pétition, alors c'est déjà le slide, la pétition est partie et donc là, je relis le texte de la pétition parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs. Et donc, on a eu assez vite, on a eu en 2 mois, alors on n'a pas eu 80 000 signatures, donc chapeau bas à Denis, mais on a eu 8 929 signatures, on a eu 8 000 signatures assez rapidement, dont 4 000 sur la métropole, ce qui était quand même très important pour nous et très réjouissant. Alors, voilà. N'hésite pas à Alors, me dire si tu veux que je passe les slides ou pas, hein. Tu me oui, dis. oui, 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 oui. J'ai encore combien de temps là? Ça fait 2 minutes que je parle? Euh, T'as encore jusqu'à 40, je pense. 40, ok. Encore Donc, ouais, 10 minutes. voilà. Donc, la pétition donc, a été lancée par Greenpeace, hein, je le disais. Donc, il y a eu un impact très fort de la pétition. On a dû faire des communiqués de presse en même temps. Et là, je vous ai marqué 28 janvier, 119 signatures, 12 février, 6 000 et 20 février, la pétition provoque une réunion publique du maire, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles de presse dans les médias suite à la pétition. Donc la pétition a eu vraiment un rôle de catalyseur en fait dans l'espace public. Et donc en cela, elle est importante, parce que sinon, un communiqué de presse, les journalistes, ils prennent, oui, bon, mais déjà, il faut les sensibiliser, les journalistes. Et on a eu beaucoup d'articles de presse. Et le maire a eu quand même peur parce qu'il a provoqué une réunion publique qui a été très très bien orchestrée parce qu'en fait nous étions minoritaires les opposants étaient minoritaires dans la réunion publique. Il a dû battre le banc et l'arrière-ban des... C'est une vieille ville socialiste, le Mans, socialiste traditionnel. Et donc il a organisé une réunion publique en fait où on n'avait pas de place. On a parlé, mais on n'a pas été entendu. On n'a pas été entendu. Et le collectif était encore très faible numériquement en termes de personnes. Et dans la réunion publique, euh, je parlais tout à l'heure de la difficulté de mobilisation parce que la complexité de la problématique transport, arbres replantés, fait qu'il y a une association de cyclistes en fait au Mans que nous avons rencontré, que nous avions rencontré à ce moment-là déjà, mais qui s'était prononcé pour le projet. Parce que si les arbres étaient coupés, c'était pour que la piste cyclable passe. Voilà. Euh, et donc, euh, en fait, moi, j'avais des amis écolos dans mon entourage qui disaient, mais bon,
c'est pas si ils replantent les arbres. Ils replantent et puis il y a des pistes cyclables. Voilà. Donc, et cette problématique fait que, par exemple, l'opposition, dans laquelle il y a des écologistes, les écologistes n'ont jamais pris parti vraiment, ils ont pris parti contre le projet, mais au nom de la concertation. Alors qu'en fait, la concertation institutionnelle a eu lieu. Bon, elle a été conduite, c'est difficile de conduire des véritables concertations qui ne soient pas des concertations faunées. Mais ils sont pas allés sur le dossier arbre, hein. Ils sont, voilà. Et à l'époque, France Nature Environnement ne se prononçait pas non plus, dont je fais partie. Je fais aussi partie, enfin, je connais bien les gens de France Nature Environnement. France Nature Environnement ne prenait pas parti, et pour certains, membres du CA de France Nature Environnement, l'argument du dépérissement des arbres était entendable. Alors même qu'en septembre de l'année suivante, Georges Fetterman et Jean-Louis Vallin de Arbres Remarquables, dont a parlé Denis, sont venus et Thomas Brahe est venu en mai et ils ont tous déclaré que les arbres présentaient des signes de très bonne santé. Et d'ailleurs, quand ils ont été coupés, parce qu'on a perdu, quand ils ont été coupés, l'examen des souches ne laissait pas présager qu'ils étaient en mauvaise santé, hein. Alors que tout le monde, enfin, les officiels de la ville disaient qu'ils étaient en mauvaise santé. Alors, suite à cette réunion publique, en fait, il y a eu, comme c'est écrit, un peu une intensification de la contestation, avec des manifestations de rue, des événements. Il y a un activiste qui était un ancien de Notre-Dame-des-Landes, avec quelques riverains qui étaient très, très actifs. Euh, Est-ce qu'on voit sur la photo d'après euh, voilà, alors, et celle d'après. Voilà, donc il y a eu voilà, toute l'avenue de Bollé a été décorée comme ça. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Et encore, voilà, toute l'avenue de Bollé a été décorée. Au moment de la Saint-Valentin, il y a eu des cœurs qui ont été mis sur les arbres. Et puis, il y a deux ou trois manifestations qui ont été organisées. Mais malheureusement, les manifestations n'ont pas rassemblé plus de 50 personnes. Celle qui a été le plus importante, c'est celle quand Thomas Brahe est venu en mai et il y a eu une cinquantaine de personnes. C'est-à-dire que les 4000 personnes de la métropole consignées ne se sont pas déplacées. Voilà. Donc, ça devenait très compliqué un petit peu de se battre, d'autant que il y avait des divergences un peu sur la stratégie à mener au sein du collectif. Voilà. Et donc, quand il n'y a pas d'unité stratégique ou d'objectif, parce que par exemple, les divergences, c'était est-ce qu'on ne parle que des arbres ou est-ce qu'on aborde aussi les questions de transport? Bon, il y en avait peut-être d'autres divergences, mais il y avait au moins celle-là. Et puis, le GNSA, parce qu'il y a des membres du collectif qui sont membres du GNSA, et il y a quelqu'un du national. Donc, les liens personnels sont quand même toujours importants, hein. Il y a des coïncidences qui font. Il y avait quelqu'un du GNSA du CA du GNSA national qui habite en Sarthe et qui donc s'est penché un petit peu sur le sujet. Et l'activiste de Notre-Dame-des-Landes connaît aussi a déjà rencontré Thomas Brahe dans les différentes luttes et notamment sur la 69. Et donc là, le GNSA s'est penché sur le sujet et c'est le GNSA qui nous a suggéré de faire un recours juridique sur la base des espèces protégées. Et c'est le GNSA qui, au vu du dossier, a vu au vu de l'enquête publique et un certain nombre de documents, a vu qu'il pouvait y avoir une faille juridique au niveau des espèces protégées. Donc, on a fait le recours juridique, ce qui a relancé, et on a lancé la cagnotte, une cagnotte avec le GNSA national, et on a réussi à récolter assez rapidement 7000 euros.
hein, entre mai et septembre. Voilà. Et pour l'instant, on a dépensé un peu moins de 6 000 euros. Il doit nous rester 1500 euros. Et donc, on a fait un recours gracieux, un recours en référé et un recours au fond devant le TA. On a perdu en octobre, je crois, octobre, oui, c'est ça, le référé. On a perdu en octobre le référé. Et les arbres ont été abattus ont été abattus en novembre. Euh, voilà, levée de fonds, recours en ferin, abattage des arbres début novembre 2024. Alors, pour construire ça, j'ai pas de slide là-dessus, avant et maintenant. Ce qui a permis il faut savoir que FNE a été convaincu quand des membres du groupe ont travaillé sur une alternative en termes d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a proposé un sens unique et on a eu la chance en fait de s'appuyer sur une autre association de cyclistes de la métropole, Arnage en vélo, et on a eu la chance aussi d'avoir une urbaniste en fait qui habite Le Mans, mais qui travaille à Paris, une étudiante en urbanisme qui nous a permis de construire l'argumentaire pour dire en fait que il y avait des solutions. Et bon, moi j'ai découvert à ce propos-là, d'ailleurs, qu'une ville cyclable, je fais ma parenthèse, ça fera plaisir à Arnage en vélo, une ville cyclable, c'est pas une ville qui a des pistes cyclables. Hein, vous entendez? Une ville cyclable, c'est pas une ville qui a des pistes cyclables d'abord. C'est d'abord une ville qui a un plan de circulation qui fait que mécaniquement, de manière contrainte, le nombre de véhicules baisse et la vitesse des véhicules baisse sur 80% du réseau. Et les pistes cyclables, c'est fait pour les 20% du réseau qui reste, là où il y a trop de voitures et où elles vont un peu plus vite. Et ça, c'est Frédéric Errand, économiste, et l'AFUB le dit aussi, mais pas très nettement, et Paris en Selle, qui est une association cycliste. Donc, voilà. Et donc la ville du Mans, elle fait des pistes cyclables, mais discontinues avec des coupures. Et donc elle fait une ville qui est greenwashée, quoi, les arbres ont été abattus pour une ville qui n'est pas cyclable, qui ne reste pas encore cyclable. Donc, et c'est avec ces arguments de solutions urbanistes que France Nature Environnement a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et ensuite, ils ont compris qu'en fait, effectivement, ça pouvait être intéressant de travailler sur la ville ou sur la notion de trame verte, pas en tant que trame verte officielle, mais d'une trame verte dans la ville, c'est-à-dire d'avoir une identification de toutes les zones où il y avait potentiellement des réservoirs de biodiversité qui communiquent entre eux. Et le fait d'avoir convaincu France Nature Environnement a fait que France Nature Environnement a convaincu la LPO en octobre, in extremis, de se joindre au référé, au référé. Ce qui était très très important parce que ça donnait à l'argument des espèces protégées un poids beaucoup plus important parce qu'il y avait des aberrations en fait en termes d'espaces protégés, notamment pour des corridors de chauves-souris. Euh, Voilà. Et donc, en fait, dans le recours, il y a deux arguments, en fait, hein. Il y a les espèces protégées, mais il y en a un autre qui concerne l'urbanisme, qu'il n'était pas nécessaire, euh, c'est un aliment d'arbres, et donc, en fait, il n'était pas nécessaire d'abattre les aliments d'arbres parce qu'il y avait d'autres solutions pour installer les bus et les pistes cyclables. Cet argument, y compris celui des espèces protégées, n'a pas été entendu par le juge euh, des référés et le recours au fond court toujours. Et maintenant c'est un peu en stand-by. C'est un peu en stand-by. Le collectif s'est un petit peu dissous.
on attend pour le recours au fond. On mange ensemble bientôt. On mange ensemble bientôt. Euh, voilà, j'ai Merci terminé. beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Jeff, pour tout ça. Donc la dame que vous voyez en photo en bas, là, c'est Michel Mian. C'est au moment de la marche funèbre et c'est elle qui a lancé l'alerte, en fait, hein. Hmm. Ouais, effectivement, je voulais te remercier pour ce témoignage et te féliciter, toi et les autres membres du collectif, pour tout ce que vous avez fait, parce que j'ai suivi de près tout ce que vous avez fait pendant un an. Et là, c'est un résumé de toutes les actions qui ont été faites, mais il y a quand même énormément de choses qui ont été faites. Tu disais que vous n'étiez pas nombreux, notamment au début, que peut-être vous avez été pris un peu de court à ce moment-là. Néanmoins, vous avez réussi à accomplir énormément de choses en étant assez peu nombreux. Vous avez eu de vives réactions et attaques de la part des élus. Vous avez su mobiliser aussi pas mal de monde autour de la pétition, de la lutte. Et aussi, peut-être ce qu'on s'était dit, nous, avec Jeff, au moment de l'abattage, bon, c'était un crève-cœur. Et on s'est dit, en fait, on va pas laisser l'abattage se faire sans rien dire, en fait. Et du coup, il y a eu pas mal d'appels à aller sur place au moment de l'abattage pour documenter, filmer, prendre des photos, etc. D'où l'article là que vous voyez en capture d'écran pour que ça serve aussi un peu de leçon, ce qui a pu se passer et dire qu'on voilà, qu'on n'oublie pas qu'on était présent et le avant-après, il est assez hyper parlant, quoi. Et du coup, effectivement, là, on n'a pas réussi à préserver les arbres. Néanmoins, il y a quand même des choses de très intéressantes, je trouve, qui sont sorties de cette mobilisation et peut-être on a, on a bien débordé sur le temps, mais peut-être, Jeff, si tu peux aussi nous dire un peu qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, et qu'est-ce que tu en tires comme enseignement un peu plus positif? Parce que c'est vrai que là, c'est pas une victoire, néanmoins, il y a peut-être des choses sur lesquelles euh, il y a eu des points d'avancement, même si on n'a pas su préserver les arbres. Je te laisse la parole et conclure. Alors, en haut à droite là, de l'image, en fait, c'est une carte postale en fait qu'on a refaite parce que le maire du Mans a envoyé dans toutes les villes de France une carte postale comment venez au Mans, c'est une ville agréable, c'est une ville dynamique et végétale parce qu'il va jusqu'à dire ça. Et donc là, on a détourné des membres du collectif qui ont détourné la carte et qui, au moment, ont envoyé leurs vœux Le Mans, la ville où il fait béton vivre. Voilà. Autrement, autrement. Euh, dans les suites, il y a un cinéaste amateur qui a fait des rushs, etc. Donc, on avait le projet de faire un film, mais j'ai pas de nouvelles et bon, personnellement, j'ai pas suivi. Et ça n'a pas été suivi parce qu'en fait, il faudrait relancer. Et il y a un photographe aussi, membre de FNE Angers, un permanent de FNE d'Angers, je crois qu'il est originaire du Mans, et qui a fait des photos. Et donc, on avait le projet de faire exposition photo sur un peu cette histoire et le film. Et à Angers, ils ont commencé ce travail en fait de recensement en fait FNE Angers a commencé ce travail de recensement en fait des zones vertes en fait. Donc ils ont fait une cartographie des arbres et des zones vertes voilà avec une application. Voilà. Et la suite, en fait, c'est d'anticiper, quoi, hein, en fait, de s'organiser, d'anticiper, voilà, de donner ça serait ça, hein, voilà. Et qu'est-ce que j'en ai retiré? Bon, bah, c'est toujours, c'est, bon, il y a, humainement, c'est très riche. Voilà, c'est parfois difficile parce qu'il peut y avoir des tensions, des incompréhensions. Et puis, il y a la satisfaction de résister, d'être actif, d'être utile, et puis de faire passer dans l'espace public, en fait, des messages, hein, voilà. J'ai terminé.
Merci pour ta réponse et pour ton précieux témoignage. Est-ce que Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose ou poser une question? Et les autres personnes aussi présentes, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Jeff. Non, j'ai pas de questions, c'est très intéressant et c'est vraiment chouette de voir à quel point une pétition peut récolter autant de signatures et sur du Mans jusqu'en Île-de-France. Ouais. Mm. Et je vois qu'on a Maxime aussi de FNE Île-de-France qui est connecté. N'hésite pas si tu as des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on pourra y répondre. Je crois que c'était très clair, Jeff. Moi, je peux Forcément de questions. compléter, je peux faire un petit complément. Euh, c'est que il y a deux points. En fait, il y a deux points. Alors, la pétition est très importante. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une manière de communiquer pratiquement avec les personnes. Et par exemple, nous, c'est ce qui nous a permis, mais un an plus tard, hein, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle avait signé, je ne vais pas demander, mais que l'urbaniste, là, elle est étudiante en urbanisme à Sciences Po, et sa frère et sa sœur étaient juristes en urbanisme. Et donc les deux sœurs nous ont vraiment permis de clarifier un certain nombre de choses. Parce que l'avocat, c'était celui du GNSA, en fait, hein. Le recours a été porté par le GNSA. Et nous, au niveau local, on a permis d'apporter des arguments, de la matière, en fait, mais le contact, en fait, avec l'avocat était tenu par Franck Bada du GNSA, hein, qui était très actif et très actif. Bon. Euh, et donc, en fait, pour mobiliser, il peut y avoir il y a trois axes. Il y a l'axe de la sensibilité, c'est-à-dire que c'est scandaleux d'abattre les arbres. Mais après, il y a l'axe juridique, ce qui est, est-ce qu'il y a le droit, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est juste du point de vue, est-ce que c'est légal? Voilà. Et là, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'en fait, par exemple, les deux arguments de la biodiversité et à la fois de l'urbanisme, ils sont pas venus tout de suite sur le terrain. On en a pas, on les a pas vus tout de suite parce que moi, j'avais contacté un- un- un écologue en fait qui avait dit non, non, dans ces arbres-là, il y a pas de biodiversité, ils abritent pas d'espèces protégées. Bon. Et quand le GNSA, il y a quelqu'un au GNSA il y a un écologue au GNSA, ils ont regardé en détail, ils ont dit il y a une faille dans les études d'impact environnemental qui étaient mal faites. Bon. Euh, donc, au-delà de la sensibilité, il y a le point de vue argumentaire, juridique et scientifique. C'est-à-dire, scientifique, est-ce que les arbres sont en bonne santé ou pas? On a mis beaucoup de temps à consolider ces arguments. Voilà. Donc, il faut trouver des experts qui viennent appuyer, des experts, des techniciens, etc. Et c'est ça qui donne du poids quand même aux arguments vis-à-vis de l'opinion publique, puisque nous, dans notre cas, il y a même des écolos qui étaient pas, des gens qui votent écolo ou des gens qui sont adhérents d'associations qui n'étaient pas convaincus. Moi, alors, je peux dire, moi, le premier, moi, enfin, en fait, moi, j'ai rejoint la lutte pour soutenir les deux amis, en fait, de Greenpeace et de PEM, en fait. C'est par amitié, en fait, que j'ai rejoint plus la lutte et parce que je trouvais qu'en plus que c'était trop compliqué, point de vue urbanisme, voilà. Et en fait, en creusant le sujet, on s'est vu que même du point de vue de l'urbanisme, ça tenait pas la route.
Et c'est ce que souligne Véronique, par ailleurs, qui dit dans le chat, merci pour ton témoignage très utile. Quand d'autres enjeux s'en mêlent, ça fait diversion et peut empêcher la synergie et l'unité des associations. Et je plus sois tout à fait ce commentaire. L'unité des associations, je pense que c'est vraiment notre force. Et comme le démontre notre campagne Arbre en Ville, Ville en Vie, qu'on mène conjointement avec Green Voice et FNE Île-de-France. Mm. Et alors, je complète ce que tu dis, je me permets hein, Vas-y. euh, euh, c'est que en fait, il faut pas penser que les gens a priori proches de nous sont proches de nous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller rencontrer les uns et les autres et aller chercher les soutiens un par un et de savoir pourquoi ils ne sont pas d'accord et trouver pourquoi les gens ne sont pas d'accord et vraiment travailler là-dessus. Cyclamen, par exemple, qui a pas défendu le projet, on les a rencontrés une fois. Et bon, ils étaient vraiment, c'était un mur, hein, mais euh, on aurait pu y aller autrement, plus souvent, les reprendre autrement, etc. La LPO, pareil, ils sont venus tard. Donc, les élus verts, pareil. On les a peut-être pas vus assez, pas vus, entendus assez. Voilà. Donc, il y a vraiment ce travail au plus près des personnes et des associations entre nous à faire. Oui, oui, et tout ça, ça demande énormément de temps et d'énergie aussi. Et c'est pour ça que c'est ce qui est assez compliqué, et tu l'as dit dans ton témoignage, c'est de s'engager déjà au départ sur une lutte, parce que déjà de l'extérieur, on se dit que c'est pas pour moi, que c'est trop compliqué, qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Et donc, toi, en l'occurrence, c'est par amitié, par des gens que ça t'a permis de faire ce premier pas-là. Et après, une fois qu'on est dedans, on comprend et on gagne beaucoup en expertise. On apprend énormément de choses aussi. Euh, donc ça, c'est un premier point. Et après, oui, par rapport à ça, ben, on le sait, l'un des enjeux cruciaux dans nos mobilisations, c'est le temps, l'énergie et donc les ressources humaines dont on dispose. Et c'est vrai que le fait aussi de lancer une mobilisation, notamment via la pétition, bah, ça permet de faire grossir ce noyau dur de personnes qui s'engagent réellement, ou alors d'avoir bah, des gens qui donnent des coups de main à droite à gauche sur certains points, comme t'as donné l'exemple là, des sœurs qui avaient des expertises qui vous ont servi. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper important de se dire, même si on ne sait pas forcément par où commencer, on peut arriver à s'entourer aussi, à s'entourer pour ben, se répartir la charge de travail. Et après, ben, voilà, il y a tout un plan stratégique de mobilisation, enfin de campagne à établir dans le temps, et ce qui est pas forcément évident. Et voilà, nous, avec FNE Île-de-France et Green Voice, on est aussi là pour aider sur cet aspect plus stratégique, en donnant une méthode, un cadre, en proposant des réflexes. Parce qu'on n'est pas expert sur le fond. Enfin, Green Voice n'est pas expert sur le fond, FNE beaucoup plus. Mais l'idée, c'est aussi de vous apporter ce regard méthodologique et de vous accompagner sur les outils aussi. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, on peut peut-être clôturer cette session puisqu'il est 19h59. Merci à toutes et tous. Isabelle, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je vous remercie pour votre participation et je remercie aussi Jean-François et Denis pour leur super présentation de lutte victoire. Je vous rappelle que ce webinaire, il est enregistré et il sera publié sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. C'est sur la chaîne FNE Île-de-France. Vous pouvez aussi nous contacter en envoyant un mail à contact@greenvoice.fr. Et vous pouvez retrouver toutes les ressources pour protéger les arbres en ville, des fiches juridiques, la page aussi de Sentinelle de la nature. Et voilà, je vous invite à soutenir les pétitions qui protègent les abattages d'arbres ou toutes les atteintes aux arbres. Et je vous invite aussi à créer votre pétition sur la plateforme Green Voice. Voilà. Merci Isabelle pour ce récap hyper complet. Et ouais, merci à toutes et tous. Et merci à FNE Île-de-France
pour tout le soutien et l'implication dans ce projet. C'est chouette. Et je dis aussi qu'en fait, le soutien de Green Voice est vraiment efficace et présent. Donc, faut pas hésiter à. C'est vrai, il y a une logistique humaine, enfin, à travers Elodie, puis ton équipe, l'équipe avec laquelle tu travailles, qui est agréable et efficace. Voilà. Merci Jeff, c'est gentil. Je suis entièrement d'accord. Plaisir partagé. Eh bien, merci à toutes et tous et peut-être à bientôt pour d'autres luttes. Merci, bonne soirée.